Donc cet épisode de l'analyse est la seconde partie de la rétrospective sur Satoshi Kon, qui est la suite de l'enregistrement que j'ai posté le mois dernier, toujours avec Eric Kamaldine mais sans Gillian Nivelet, et qui s'attarde plus sur la partie autour de Perfect Blue en particulier. Dès l'épisode 3, ce sera un enregistrement normal, toujours avec Eric, où on s'attardera sur la suite de la carrière de Satoshi Kon avec Millennium Actress puis Tokyo Godfather. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous trouvez cela bien normal d'arriver à une heure pareille? Excusez-moi, vous êtes qui? On ne fait pas attendre! Ici, c'est la Légion étrangère, Gauthier. Pas le club. Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse, et ce soir on vous parle de Satoshi Kon et plus particulièrement de Perfect Blue, le chef-d'œuvre d'un des maîtres du cinéma de l'animation japonaise. Vous allez pouvoir applaudir votre groupe préféré, les Chams! Mais en parlant de standard, nous allons revenir en 1997, là où l'animation justement n'était pas tout à fait au même stade, sans jugement de valeur, attention, hein, mais on va revenir au film fondateur de la carrière de Satoshi Kon, mais aussi un petit peu du film d'animation pour adultes au même tarif, par exemple, qu'un Ghost in the Shell, vu qu'on citait Mamoru Oshii qui est présent dans le documentaire. Donc Perfect Blue, de quoi ça parle, Eric? Alors Perfect Blue, on va suivre une idole. Donc les idoles, pour résumer rapidement, hein, c'est l'équivalent des groupes de filles qu'on retrouve au Japon, l'équivalent des boys bands qu'on avait en France dans les années 90. Non, c'est la K-pop. Là, aujourd'hui, c'est la K-pop, en Oui, effet. c'est ça. Mais bon, j'ai le contexte des années 90, donc je suis resté dans les années 90, mais en effet, aujourd'hui, c'est la K-pop. Je connais rien. Et cette idole, hein, du nom de Mima, c'est ça, hein, c'est Mima. Mima veut s'émanciper, veut devenir indépendante et va quitter le groupe. Et on peut dire que c'est à partir de là où le film commence. Et elle va être en proie justement de d'effet paranoïaque un petit peu entre l'illusion et la réalité. Et elle va être traquée par un stalker voilà, qui va le suivre. Entre autres. C'est comme ça, en tout cas, qu'on pourrait commencer à parler de Perfect Blue. Je pense que c'est là où on peut s'arrêter avant d'aller plus loin. Et effectivement, avant d'aller plus loin, oui, comme j'avais précisé, c'est une émission un petit peu spéciale. On parle avant tout de Satoshi Kon et maintenant, on va pouvoir passer à quelques anecdotes sur Perfect Blue parce que c'est en fait une adaptation d'un livre. Alors ça, c'est assez peu connu parce que c'est un livre forcément japonais qui a eu une réédition récente en français. Donc un livre qui s'appelle Perfect Blue. Perfect Blue avec le sous-titre Métamorphose d'une idole. Perfect Blue, voilà, c'est une adaptation du livre éponyme de Yoshikazu Takeuchi qui a été réédité il y a 2-3 ans, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc Inis Edition avait réédité, je pense, pour faire écho à la sortie DVD du documentaire de Pascal-Alexis Vincent. Et c'est vrai que ils ont pu à l'époque l'équipe de Madhouse a pu rencontrer l'auteur et était tout à fait au courant de ce qu'était une adaptation en film d'animation et a concédé laissé beaucoup de liberté à l'équipe créative. Et d'ailleurs, c'est la volonté propre du studio lui-même, Madhouse, de créer un film qui brouille les pistes et qui se verrait comme un puzzle. Alors ça, je reviendrai là-dessus, comme un puzzle sur la compréhension réelle du film. C'est pas forcément aussi simple, mais voilà. L'idée, c'était de parler aussi d'un sujet d'actualité sur le statut très péremptoire de ces idoles, de ces stars éclairs finalement de quelques années. Parce que par exemple Mima, elle le précise qu'elle n'a vécu que 2 ans et demi en tant qu'idole dans son groupe qui s'appelle Cham d'ailleurs. Et dernière anecdote, ça je ne le savais pas du tout avant de voir le documentaire, donc comme quoi c'est vraiment utile de le voir. Darren Aronofsky voulait faire à l'époque, il ne précise pas exactement quand, mais j'imagine que c'est au début des années 2000, une adaptation live, probablement américaine, de Perfect Blue, sauf que les producteurs ne comprenaient pas ce qu'était une idol.
j'imagine que les boys bands, Tokyo Hotel, One Direction n'étaient pas encore arrivés, hein, ils étaient encore au collège avec leur sac sur les bras. Mais voilà, il n'y a pas eu d'adaptation. Mais au final, c'est bête parce que ce phénomène a fini par exploser quelques années plus tard à l'international, quoi. Aujourd'hui, on en entend quand même un petit peu parler. Et je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Et pour finir, Satoshi Kon a été bien sûr influencé par nos réalisateurs fétiches que l'on connaît bien, Hitchcock, Argento, Lynch, le surréalisme. Moi, je me demande quand même s'il n'y a pas un petit peu d'Obayashi par là. Hein. Oui, le réalisateur de Aozu, ce film un petit peu psychédélique, je me demande s'il l'a pas vu étant jeune. Là, c'est une simple... J'émets des hypothèses. Et d'ailleurs, à propos du livre de Takeshi Yoshikazu, tu parlais d'adaptation. Et c'est une longue histoire, visiblement, l'adaptation de ce livre, parce que le livre est paru en 1991, où il y a eu tout ce courant, justement, de faire des livres autour du thriller, enfin de toutes les thématiques qu'on retrouve dans l'histoire originale. Et à la base, au fait, il y a eu bien les Japonais qui ont voulu adapter en prise de vue réelle le livre dans les années 96-97, juste avant que Satoshi Kon s'en empare pour faire lui-même son adaptation. Il n'a pas eu lieu, puisqu'il y a eu justement le tremblement de terre connu dans les années 90 au Japon. Donc, tout qui a eu l'avantage, Satoshi Kon, d'avoir la main sur l'adaptation, et en a fait une juste avant l'adaptation qui était prévue pour les années 2022. Donc on peut dire que c'est la première adaptation clé de Perfect Blue, mais il y en a eu d'autres qui s'en est suivis au Japon. Donc, je ne sais pas si on peut trouver les traces de ces adaptations-là avant même que... C'est peut-être des céréales ou... Oui, quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir attaquer le film. Commençons par exemple par les grandes thématiques que le film brasse justement, par rapport au côté péremptoire des idoles. Parce que le film commence durant un concert où Mima chante pour la dernière fois. En fait, elle angoisse d'annoncer qu'elle va quitter le groupe et dire adieu à sa vie d'idole, parce que justement, je pense qu'elle est suffisamment consciente pour se rendre compte qu'elle risque d'être cataloguée et que de toute façon, sa popularité finirait par décliner en allant dans cette voie. Et on se rend compte très rapidement que bon voilà, c'est avant tout un objet pour l'industrie, parce que par exemple sa manageuse refuse le fait qu'elle puisse faire autre chose, qu'elle puisse devenir actrice, puisque c'est son nouvel objectif, son nouveau rêve, puisqu'elle a été embauchée pour une petite apparition dans une série télé qui s'appelle Double Bind, et le nom est important, hein. Et en plus, de toute façon, en tant qu'idole, effectivement, son groupe, on comprend que elle a un gros succès local, mais à l'échelle nationale, c'est beaucoup plus modéré, beaucoup plus timide. Et on voit effectivement durant le film qu'il y a pas mal de signes qui vont dans le sens que de toute façon les idoles sont quand même assez remplaçables. La CEO de Mima, c'est Junko Iwao, donc qui a été également une idole très jeune, à l'âge de 15 ans, dans un groupe qui s'appelait les Saint Four, donc on voit voilà que juste par leur nom, ils se caractérisaient par leur groupe, par leur nombre, et effectivement on peut comprendre que les filles puissent être remplaçables, puisqu'elle était simplement sur le banc de touche. Elle est restée pendant plusieurs années en tant que remplaçante, avant de partir quelques années plus tard, en n'ayant finalement sorti aucun disque, en étant vraiment sur le banc de touche. Et au final, elle deviendra comédienne de doublage, donc seiyuu, et finira par interpréter ce personnage. Et on sent dans le documentaire, puisque Alex Vincent, c'était Pascal Alexis Vincent l'interview à son tour. Junko Iwao semble vraiment très très ému d'évoquer son passé d'idole. Il y a tout passe juste par son expression dans le documentaire, mais on sent que c'est extrêmement douloureux, que l'industrie leur met une pression constante. Et d'ailleurs dans le film, son alter ego quelque part, Mima, en fait la réflexion plusieurs fois, qui sont manipulés,
qui doivent montrer une image d'elle. Et c'est vrai que depuis, il y a eu plusieurs vidéos quand on parlait de l'enfer qu'elles vivent, et que en plus de ça s'ajoute la pression des fans qui peut devenir étouffante, d'où l'apparition voilà, d'un stalker qui est possible. Et Du nom de Mima, je crois. Mimania. Mimania, voilà. Mimania, Ouais. oui. Et ça, on l'apprend un petit peu plus tard, son nom, qui est finalement une entité en réalité. Ce stalker, on ne sait pas vraiment qui c'est, on sait juste à peu près ses intentions. Au début, il veut protéger son idole absolue. Là, je pense qu'effectivement, le terme d'idole peut fonctionner. Mais vraiment, quand je parle d'idole, c'est en tant que représentation de ce qu'elle est dans le groupe, pas en tant que personne. Il y a vraiment un changement qui s'opère entre la personnalité de Mima en tant qu'idole, puisqu'elle est totalement formatée, elle doit toujours sourire, et finalement est toujours contrôlée, et la véritable Mima qui souhaite s'exprimer à travers ses films, ses rôles, et l'actrice qu'elle veut devenir. Et ça, ses fans ne le supportent pas. Le problème, c'est que Mima, à ce moment-là, elle annonce son départ durant un concert, et bah forcément, ses fans qui ne veulent pas la voir partir dans un autre milieu crient, hurlent, s'insurgent, et on se rend compte que bon, les fans peuvent être à tout moment prêts à se braquer et à se retourner contre elle. Et même si c'est pas forcément par des actes violents ou juste des réprimandes, des gens qui vont l'attaquer, ne serait-ce que lui crier dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui continuent à la soutenir, c'est avant tout une marque de déception pour eux, voilà, à travers eux. Et effectivement, c'est quand même assez inquiétant de voir comment un public peut tourner à l'hystérie, un public justement acquis à sa cause, puisqu'on voit au travers des différentes passages sur le concert que il y a des marchés, plutôt des échanges ou des ventes d'extraits vidéo de ces concerts précédents, de magazines qui en parlent. Enfin, c'est vraiment de l'adoration à l'excès. Et on en vient à parler de l'un des points qui m'a le plus terrifié, et là où je trouve que Perfect Blue est vraiment en avance sur son temps, c'est sur l'utilisation des réseaux sociaux. Alors oui, évidemment, vous allez me dire, c'est pas possible en 1997, mais il faut croire que les Japonais étaient quand même en avance sur leur temps. Alors, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plutôt que Internet était déjà arrivé, faut croire apparemment, et il y a un site qui se crée, un blog plutôt. À l'époque, c'était beaucoup de sites n'étaient finalement que des blogs créés par des fans. Ouais, des fans, juste des personnes lambda qui voulaient un petit peu raconter leur vie ou partager des informations. Et ce blog est pris pour argent comptant par les fans. Et là où je parle de réseau social, c'est que le blog est une sorte de matrice pour que les fans puissent continuer à s'alimenter d'informations sur leur idol, sur Mima, et puissent en parler dans la réalité. Donc il y a quand même déjà ce premier vecteur qui apparaît avec Internet, en plus des emails aussi, c'est plusieurs fois... C'est ça, oui, et les textos. les textos. On voit l'apparition d'un fax. Oui, il y a encore les le fax. aussi. On est toujours dans les années 90, il y a le fameux fax. Mais c'est finalement... le film se passe quand même à une période charnière. Et tiens, par exemple, si on parle des adaptations qui ont été avortées, c'est vrai que si le film avait été avorté plus tôt, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cet aspect-là. Oui, peut-être qu'on aurait été plus dans quelque chose d'hollywoodien. Peut-être, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de films. Ouais, un peu comme Blue Steel, avec Jamie Lee Curtis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant justement dans ces réseaux, on le voit, et c'est là où la scène d'ouverture, elle prend toute son importance dans le film. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte à la fin du film que la scène d'ouverture, juste avant le générique, est intéressant puisque ça fait lien avec les réseaux, les médias. C'est qu'au début, on a cette culture, en fait, on a toutes ces personnes, ces fans, qui se rendent à cette espèce de convention où on voit des représentations, on voit une représentation de Sentai, si je me souviens bien. Oui, Donc c'est vrai. les Sentai, pour rappeler, c'est
un petit peu donc ces hommes costumés en scaphandre de combat, comme les Bioman, les Power Rangers pour les plus jeunes, les Xor et compagnie. Et justement, où on voit, et d'ailleurs c'est drôle parce que ça commence par cette scène-là, on a l'impression que c'est l'animé qui commence, mais en fait c'est une scène. Ce qui est intéressant dans ce film d'animation, c'est qu'en fait, il a été pensé comme si ça a été tourné en prise de vue réelle, alors qu'on est dans un film d'animation. Et on le voit à plusieurs reprises d'ailleurs, avec les VHS qui tournent, ces écrans qui sont très présents du début à la fin. Et on voit justement ces scènes donc qui commencent par l'ouverture, et indirectement, on voit cette histoire de masques et de personnes de double de personnalité, justement, qu'on retrouve dans les Sentai. Et on voit tout de suite après les Cham, hein, donc où Mima fait partie du groupe, où elle chante. Et le film commence à partir de là, justement, où elle va annoncer son départ, et on enclenche justement cette histoire de réseau. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit, justement, l'ampleur que prennent les réseaux quand une information est diffusée sur le web. Et c'est là où on voit justement l'importance du réseau, sans qu'il y ait déjà Internet, mais toute cette connexion qui est Internet, le web. La fameuse scène où justement où elle a un Mac qui est installé chez elle. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que les écrans, c'est drôle parce qu'aujourd'hui on parle d'écran, de réseau. Les écrans sont déjà très présents, donc c'est peut-être une critique de Satoshi Kon justement sur les écrans, parce qu'on voit quasiment que les écrans autour d'elle. D'ailleurs, effectivement, c'est peut-être une critique récurrente, puisque t'en parlais tout à l'heure, voilà, des textos qui commencent à arriver, mais dans Tokyo Godfather, il y a une scène dans le métro où tout le monde est déjà arrivé sur son téléphone dans le 2004. C'est ça. Et dans Paranoia Agent, le premier épisode, pareil, c'est ça, la même scène qui revient. Et sauf que là, évidemment, c'est un petit peu plus développé. C'est pas juste un point de l'univers. C'est que cette technologie va amener un vol de l'image de Mima à plusieurs reprises et dans plusieurs spectres. Donc on va avoir on va dire la façon la plus simple de le comprendre déjà, puisque c'est visuel, mais plutôt c'est textuel, puisque le blog qui s'appelle Chez Mima est tenu par le stalker, on le comprend après, ou en tout cas c'est ce qu'on croit. On reviendra un peu plus tard sur les interprétations, sur les niveaux de lecture et les théories potentielles, mais ce blog est alimenté en messages très réguliers, des billets qui sont écrits par le stalker, mais qui sont basés quand même sur une certaine réalité, en tout cas la réalité, le plus de réalité de la vie de Mima qu'il arrive à récupérer, puisqu'il le suit partout, il peut la prendre en photo, pas en vidéo parce que je crois que c'était pas encore possible pour lui, mais il me semble quand même qu'il y a une grosse présence des appareils photo. Ouais, donc il a quand même son adresse de fax également, et il interprète aussi un petit peu ce qu'elle fait, ses faits et gestes, et on se rend compte que quand elle découvre le blog, Mima en est amusée, mais va se rendre compte de plus en plus que ça semble de plus en plus crédible, malgré le fait que c'est là où la frontière commence déjà à devenir floue. C'est que c'est pas possible. Si c'est juste le stalker qui écrit, malgré ses skills en informatique, malgré le fait qu'il la suive partout, il peut pas être partout à la fois, c'est impossible. En tout cas, c'est ce que ça semble être. Mais rien que là, on a déjà une réappropriation de son image et une seconde Mima qui crée. Donc une Mima virtuelle, uniquement textuelle, qui vit totalement de façon indépendante et qui va même commencer à émettre des opinions qui ne sont pas les siennes. Et là, ça devient encore plus inquiétant. Pour elle, oui et non, puisque finalement, elle se sent en danger dès qu'elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui la suit d'un peu trop près, mais surtout pour le spectateur, parce que là, on se rend compte que ça dépasse juste le cadre du décalquage de sa vie. Là, c'est vraiment la volonté de se faire passer pour quelqu'un d'autre, en tout cas de s'approprier son image. Donc ça, c'est quand même extrêmement novateur quand même, parce que ça s'est vu sur Internet plusieurs fois, mais il y a aussi, de manière plus insidieuse, l'appropriation de son image via la caméra, via la série. Parce que c'est déjà clair que plus la série que l'apparition de Mima dans la série est dictée par sa popularité, et que son personnage est façonné par ce que veulent ses fans.
ce qui est le cas encore aujourd'hui, par exemple, où par exemple, les spectateurs, les viewers des streamers ou des youtubeurs attendent un certain type de contenu. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est encore pire puisque ça passe dans la moulinette du système de la télévision. Et on en arrive très rapidement, c'est là où moi ça m'a choqué, c'est que Mima, lorsqu'elle quitte juste après le Cham, son groupe d'idoles, elle est cantonnée qu'à une seule réplique et une apparition courte dans la série. Et alors on n'a pas de marqueur temporel, c'est un peu on va dire la difficulté du film, puisque C'est vrai qu'il y a une cadence, un rythme dans le film d'animation qui est assez particulier. Notamment, on le verra un peu après, ces va-et-vient, où on a l'impression que quand elle commence à tourner, on a l'impression que c'est la réalité, alors que paf, stop, enfin coupé, on sait qu'on est en train de tourner. Et c'est assez bluffant. On a l'impression que Satoshi Kon s'amuse avec le spectateur en nous rendant nous-mêmes dans la paranoïa de Mima. Et d'ailleurs, justement, c'est ce que disait l'auteur du livre Paprika, Tsutsui, qui disait justement que c'est important dans ce genre d'œuvre qui tâte, on va dire, les frontières de la réalité et de la fiction ou des rêves, de ne pas matérialiser, en tout cas le moins possible, cette frontière et de la brouiller de plus en plus. Et c'est ce qui arrive. Et je reviens effectivement à cette perception du temps. Alors là, pour le coup, c'est que de l'interprétation, effectivement, mais j'ai l'impression qu'on passe d'un rôle interprété par Mima qui n'est composé que d'une seule réplique à la scène de viol. C'est pas facile. Oui, je sais, mais il faut que ce soit plus violent dans l'intention. Ok, on recommence tout de suite. Prise A, deuxième. Voilà, puisque pour pouvoir continuer et pour que son personnage prenne en ampleur, le cerveau malade qui écrit cette série, parce que il faut quand même être taré pour en arriver là, en tout cas de manière aussi brutale, puisque en tout cas du point de vue de spectateur, c'est vraiment elle quitte Cham, elle continue sa série puisqu'elle avait déjà débuté, je crois que ça doit être sa deuxième apparition, ou première peut-être, je ne sais pas exactement, non première apparition, à scène de viol sans aucune mise en contexte, quoi. Et cette scène de viol, elle va revenir plusieurs fois. Oui, parce que c'est la scène qui va lancer la série de meurtres, en tout cas la série d'agressions. Au début, ça commence par une lettre piégée qui finira, je crois, par exploser près du producteur. Une lettre piégée finalement sans conséquence, mais juste après la scène du viol, il va y avoir le meurtre de l'auteur, puis après D'ailleurs, c'est du photographe aussi. D'après le livre de Inis Édition qui est sorti sur Satoshi Kon, où il y a le passage sur Paprika. Donc c'est d'après le livre, hein, j'ai pas fouillé un peu les sources, mais bon, si ils le disent, c'est que c'est vérifié. La chanteuse Björk avait vécu la même chose. Oui. C'est assez fou quand même. Oui, Carlo Ramirez. C'est ça, ouais, à la même époque. Oui. Et visiblement, quand ils ont fait Paprika, c'était une coïncidence parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas du tout inspirés de ce fait divers. Ça m'étonne pas, et qui est d'ailleurs considéré pour certains comme le premier youtubeur de l'histoire, puisqu'il filmait déjà des billets d'humeur, un journal de bord où on se voyait sa santé mentale décliner avec sa caméra sous forme de cassette, sans évidemment qu'il puisse les partager avec qui que ce soit, à part la police finalement. Et d'ailleurs, Björk avait changé justement, un peu comme Mima qui quitte le groupe et devient quelque part une adulte, elle s'émancipe. Et Björk visiblement a changé aussi son style. Enfin, elle est devenue un peu plus enfermée, un peu plus dark à partir de ce moment-là, pour casser son image, tout comme Mima dans Perfect Blue. Et pour en revenir effectivement à la série,
finalement, les apparitions qui vont suivre, après cette scène qui finalement n'a un peu rien à voir, cette scène de viol qui est juste insoutenable pour elle, et qui ne sert en fait qu'à en dévoiler plus d'elle, littéralement, hein, puisqu'on la voit à moitié à poil, vraiment souillée par les acteurs. D'ailleurs, il y a même une interruption durant la enfin qui est encore plus C'est une scène mal à assez l'aise. dérangeante. Ah ouais. oui, Mm. parce que j'ai vraiment cette impression que c'est la première fois où il se passe quelque chose de réellement inconfortable, de réellement dérangeant qui vient s'immiscer dans la réalité. Avant ça, c'était juste les apparitions du stalker qui n'étaient pas encore agressifs. Donc là, c'est vrai que il y a une interruption durant cette scène où l'un de ses agresseurs, en tout cas fictif, s'excuse quoi de lui infliger ça, et elle dit non ça va, y a pas de souci. Oui, et c'est peut-être là la force aussi de Satoshi Kon, c'est de montrer, comme tu l'expliquais au début, un peu cette violence qu'on retrouve, pas une violence, mais pas une violence gratuite, comme le dit le documentaire. Cette violence-là, elle est même presque psychologique, puisque elle acquiesce son émancipation en se faisant violer. Donc il y a peut-être quelque chose d'oedipien là-dedans, quelque part, de dire bon bah voilà, je me montre, je suis d'accord de me montrer comme ça, je passe le cap comme un cap à passer dans sa carrière pour devenir actrice. Même si bon, ça a quand même des séquelles sur le court terme. Enfin, voilà, on ne sait pas exactement à quel point ça l'atteint. Ce qui est sûr, c'est que ça atteint également son manager, sa manageuse, son manager aussi. On va Qui dire sont un peu des parents spirituels d'ailleurs. c'est vrai qu'on ne voit jamais sa mère, même si elle la contacte une fois par téléphone. Mm. Et il y a effectivement derrière une escalade, puisque pour répondre à ses fans finalement, parce que qu'est-ce que ses fans aimaient plus que sa musique, c'était elle, son physique, parce que c'est vrai qu'elle est souvent complimentée, qu'elle est très très belle, et donc du coup elle accepte de faire des photos de charme, en croyant qu'elle va devenir mannequin. Bah, indirectement oui, c'est le cas, mais en fait elle se entre guillemets, elle se débauche de plus en plus. En tout cas, voilà, elle finit par montrer son intimité alors qu'elle est toute jeune. On n'a jamais son âge, mais elle doit avoir maximum 18-19 ans, peut-être 20, je sais pas. Et parallèlement, c'est là où le film est sadique un petit peu, c'est qu'elle retrouve autour d'une réunion ses anciennes collègues, ses anciennes amies de Cham, qui elles leur annoncent fièrement que elles ont enfin passé le top 100 des charts, alors qu'elle n'avait jamais réussi avec elle. Donc elle dégringole, alors que, enfin, même si sur le coup c'est pas le cas, elle s'en rend pas compte qu'elle dégringole. C'est vrai que c'est une quête justement de ce. Bah, il y a déjà cette quête identitaire parce qu'elle veut devenir une adulte. Du coup, il y a cette recherche là. Il y a aussi sa place en tant que célébrité. Justement, elle quitte ce groupe pour devenir célèbre et justement, elle apprend. Pour tenter d'aller plus loin. Et en termes de célébrité, ça va fonctionner quand même. Hein. Ah oui, elle va devenir célèbre. Un peu plus célèbre. Moi, ce que j'aime bien, c'est cet effet déclencheur où elle reçoit ce fameux fax, justement, où tu parlais de réseau au début, c'est vrai qu'on a dû le préciser. Ce qui est intéressant, c'est, moi, cette scène, c'est peut-être cette scène-là qui m'a donné un peu le vertige, parce qu'à un moment, elle reçoit ce fax de « Qui êtes-vous ?» je crois, hein, c'était ça. Hein. Qui êtes-vous? Et il y a un plan sur la ville où elle est dehors dans son balcon, elle regarde, et on voit cette ville avec ses petites lumières. Oui. Et c'est drôle, ces petites lumières rappellent un peu ses écrans. Il y a toujours ce motif d'écran qui revient. Et de paranoïa aussi. De paranoïa, voilà, on est dans la nuit, elle est toute seule, il y a quelqu'un qui la stalk, et elle-même, elle se pose la question, qui je suis? Qui semble surnaturel un petit peu. C'est pas vraiment... D'ailleurs, petit détail, mais le stalker ne parle jamais. C'est vrai. Avant qu'il puisse finir, qu'il mette la main sur Mima. On va pas en dire plus pour l'instant, mais... Et même esthétiquement, il a l'air repoussant, quoi. Ah oui, clairement, il a un physique particulier, un peu une tête en forme, d'asperge, non, plutôt en termes de... On appelle ça d'endive.
C'est ça, oui, Andy, avec des yeux globuleux qui partent un peu sur le côté. des dents pourries et Ouais, carnassières. des cheveux qui recouvrent un peu son visage. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça, que je connais. Mais que cette partie-là. Mais je pense qu'effectivement, la série, c'est vraiment la matrice du film pour comprendre un petit peu où ça va, puisque plus les tournages vont continuer, plus il va y avoir un double jeu, une double mise aussi, double bind. Moi, en tout cas, je la comprends. En tout cas, on n'en sait pas assez dans la série pour comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Par contre, on peut comprendre que double bind, ça veut dire acteur ou idol. Et que ça lui apporte toutes les complications qu'on le connaît de choisir le métier d'acteur. Et en fait, dans la série, la personnage principale est une psychiatre qui est spécialisée dans les troubles dissociatifs de l'identité, que également, bon là je pense qu'on peut quand même rentrer un peu plus dans le vif du sujet, que Mima est visitée par une double maléfique, en tout cas de son point de vue, qui est en fait elle en idol, donc son ancienne elle, mais qui serait 100% dans la peau de son idol, qui serait son rôle en fait finalement, ce rôle-là. C'est là où je disais tout à l'heure que les idols sont complètement bloqués dans le fait de sourire, des belles statues, des mannequins de cire du musée Grévin, tiens, par exemple, là, puisqu'elles sont constamment en train de sourire, et même lorsque son double est crispé, ressent un peu d'agacement, elle continue de sourire avec ce sourire un peu inquiétant, absolument pas naturel. Et il y a effectivement ce trouble dissociatif qui commence à arriver, d'autant plus que les meurtres continuent. Donc effectivement, les meurtres sont clairement présentés comme étant commis par le stalker, Puis nous, par quelqu'un d'autre. En tant que spectateur, on est aussi malmené par tous ces événements, oui. Parce que il y a quelque chose de méta tu le disais avec cette actrice qui joue la psy, on a l'impression que c'est la réalité. C'est ça. Parce qu'elle vit elle-même dans cette paranoïa. Et ce qui est intéressant dans Perfect Blue, c'est que elle est pas, on la sent pas plus victime de quelqu'un que de elle-même, on a l'impression. Oui, c'est ça. C'est ce que je notais en fait en voyant le film au début, c'est que je trouvais que finalement le stalker était extrêmement lointain. Oui, c'est elle-même qui s'affiche ça. En fait, on a l'impression que avant le moment à la fin où il la trouve et qui s'en sert comme récompense, parce que on pense qu'il veut la tuer rapidement, mais en fait c'est pas le cas. Il veut encore une fois la violer, c'est-à-dire je sais pas, attenter à son intimité et je sais pas, prouver peut-être que ça lui permet de prouver que elle existe et donc du coup qu'il faut réellement l'éradiquer. Je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est assez compliqué d'être définitif, mais ce qui est sûr, c'est que ce personnage, finalement, c'est pas l'antagoniste principal. On a également, voilà, cette double. On a un autre personnage qui peut se révéler agressif, qui se révèle à la fin, même si je suis pas sûr, en fait, de ce que ça signifie. C'est difficile, mais ce qui est certain, en tout cas, disons qu'il y a une scène clé qui pourrait faire penser qu'elle y est pour quelque chose. Oui. Mais je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, bon, ok, il y a la scène du viol, il y a le fax, mais ça, voilà, c'est plutôt concret finalement. Même si moi, il m'avait semblé, lors de mon provisionnage, parce qu'on l'a vu plusieurs fois tous les deux, je pense que tu l'as vu un peu plus que moi, mais... Peut-être 3 fois, peut-être. Bon, bah, une fois de plus. mais c'est vrai que ça reste des menaces concrètes, même si voilà, je trouvais que la scène de viol faisait déjà un peu fantasmagorique. Il y a voilà cette scène du goûter avec j'avais noté le nom là parce que c'est Rumi, voilà. Rumi, sa manageuse, ouais. Qui est un peu sa mère spirituelle dedans, on a l'impression. Hein, clairement, qui est très protectrice, qui est quand même assez douce avec elle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est justement avec son manager et sa manageuse, où Romy n'est pas du tout d'accord avec son collaborateur, qui dit non, elle devrait être actrice, et elle a dit non, elle aurait dû rester simple idol. Et une fois de plus, on l'a pas encore évoqué, mais il y a ce jeu de reflets aussi. Il y a beaucoup de reflets dans Perfect Blue, qui indique aussi une certaine vérité dans ce qu'on va être un peu plus tard, parce que je n'ai pas tout dévoilé,
les personnages dans le film. Oula. Et en fait, quand on fait vraiment attention, en effet, au début, même on la voit toute seule, et c'est par les reflets qu'on voit son manageuse dans les premiers plans, justement, où on découvre les Ah oui, ça, personnages. j'ai pas fait. Et en fait, c'est dans les reflets qu'on découvre, on entend juste les voix, et après, on voit un peu comme papa, maman parlent du destin de leur enfant. Hmm. Et, Oui, c'est. et en effet, il y a toujours ce miroir comme Mima qui est devant son ordinateur. Et si tu fais attention, en fait, tu vois le miroir derrière. Il y a toujours quelque chose, un reflet devant son ordinateur dans Internet, et son miroir derrière qui renvoie vers la réalité. Donc, Et qui peut-être peut maintenir le spectateur dans une certaine forme de réalité, puisque de toute façon, quand on voit Perfect Blue pour la première fois, on est complètement perdu. On est dans la tête de Mima. pas au début, mais après. Moi, peu je après, sais ouais. qu'à la fin, je m'étais vraiment convaincu d'une version qui n'était pas forcément la bonne, mais voilà, qui pouvait répondre un minimum. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus forcément la même vision, et j'aurais jamais forcément la même vision, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que Madhouse a fait en sorte de pousser Satoshi Kon à faire de Perfect Blue oui, c'est ça. Putain, parce que je regarde Paprika là. De Perfect Blue un puzzle, et donc du coup ça signifie que c'est possible qu'il n'y ait pas une seule réponse universelle, et d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup des intervenants dans le documentaire. Après, pour revenir voilà, ces différentes hallucinations, il y a effectivement son personnage de la série qui peut être considéré comme un alter ego. Il y a ce Mimania qui finalement peut aussi finalement je ne sais pas incarner son côté revanchard. Notamment il y a la fameuse scène qui a été reprise dans Requiem for a Dream, dans la baignoire où elle crie elle crie sous l'eau. Mhm. Bacayaro, salaud. Oh putain, ça vient de me rappeler quelque chose, là, le salaud. Je pense que si vous voyez peut-être de quoi je parle, mais en gros, il y a effectivement à travers tous ces médiums, que ce soit Internet, les reflets, simplement son subconscient et non, on peut pas parler vraiment de subconscient, juste de conscient. De conscient, ouais. Et la caméra, finalement, d'ailleurs, si je me trompe pas, si un point qui est assez troublant, c'est qu'on ne voit jamais directement la retransmission du film, enfin de la série. On ne voit que les tournages. Ouais, effectivement, on voit le tournage, et alors, à un moment, elle passe dans une boutique où il y a plein d'écrans, enfin de ventes de télé, mais je crois qu'on ne voit qu'elle. En fait, elle est encore dans son délire, je pense, mais il n'y a pas, en effet, il n'y a pas vraiment le tournage. Et c'est même intriguant, ouais. C'est même en y repensant comme ça, en parlant, on disait, mais purée, Mima, en fait. Et même là, en parlant avec toi, je suis en train de me dire, mais peut-être que j'ai encore une autre interprétation qui me vient à l'esprit. Ouais. Mais en tout cas, si on veut résumer, on va dire la version la plus simple de l'histoire, j'en ai fait un petit résumé en quelques, enfin, en tout cas comment dire, de la résolution du film qui est suggérée, enfin, qui est apportée, on va dire, sur un plateau d'argent. Ce serait simplement que, voilà, admettre que Mima hallucine tout, que tous les meurtres sont le fait du stalker, qui serait sous l'influence d'une troisième personne. Ça pourrait être Rumi, par exemple, sa manageuse, qui connaît Mima et qui se ferait passer pour elle afin que le stalker puisse commettre ses meurtres et en vienne à vouloir tuer Mima. Et donc du coup Rumi, sa manageuse, serait la personne qui contacte le stalker par mail, puisque on comprend à plusieurs moments que Mimania est contacté par ce qu'il considère comme étant la vraie Mima. Après voilà, ça c'est ce qu'on voit un petit peu dans le film vers la fin, lorsque le stalker a un peu explique ses motivations, explique qu'il est contacté par la vraie Mima et qu'il veut tuer la fausse Mima, et qu'à la fin, Mima se voit poursuivi par son double idol en robe rouge, qui se révèle finalement être Rumi, sa manageuse. Mais évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple. Enfin, je veux dire, tu peux pas, dans un film pareil, avec autant de reflets, autant d'interprétations possibles, de dédoublements. On a oublié de reparler un peu de cette fameuse histoire du goûter, justement, avec Rumi. C'est là où ça se déclenche, c'est que
Là, il va y avoir vraiment un mélange un peu plus concret entre ces moments où elle est coincée dans l'appartement, ses tournages, les rêves qu'elle va faire, mais qui ne sont peut-être pas des rêves, qui se sont réellement commis, les tournages qui ne sont peut-être pas des tournages, mais des moments potentiels de sa vie, et où en fait tout tourne en rond pendant une dizaine de minutes, où toutes les situations la font revenir à son appartement et à son lit. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle dort au-dessus de ses draps. Lorsqu'elle se réveille, elle est toujours la tête sur le coussin, mais ses draps sont défaits, et elle se tient au-dessus. Oui, c'est ça le problème en fait avec un film comme ça, c'est que tu peux faire attention à tous les détails et en tirer quelque chose. Et effectivement, c'est là où le film se brouille particulièrement et on commence à avoir encore plus en tout cas de pistes qui sont lancées directement par le film. Puisqu'il y a un moment où on apprend quand en fait elle sera en hôpital psychiatrique, qu'elle s'est créée une personnalité dans laquelle elle serait devenue actrice et idole, mais qu'en fait les événements qui sont arrivés au personnage de la série sont les événements de sa vraie vie. Il y a ça, il y a aussi il y a aussi il y a aussi un moment où on croit que c'est la continuité de cette version-là, mais où en fait, elle joue bien ce personnage, mais il me semble que le nom est inversé, qu'en gros, le personnage s'appelle bien Mima, mais que elle porte un autre nom en tant qu'actrice. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là où ça se mélange le plus, et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi cette volonté un peu d'alléger entre guillemets le spectateur en offrant une scène d'action et avec une conclusion simple, mais qui est pas possible parce que oui, on a oublié de préciser un truc, c'est que Rumi, sa manageuse, est une idole ratée, ou en Non, tout c'est cas une idole ratée, en effet, qui a pris du poids et vieilli visiblement. voilà, qui a pris beaucoup de poids, qui a la cinquantaine, et quand on voit la scène de course-poursuite où Mima court à travers toute la ville, évite des camions roulant à toute allure, en franchissant des ponts, je sais aussi qu'à un moment elle se saisit d'un bout de verre, justement elle voit son reflet et on se dit que c'est impossible. Enfin, elle peut pas, Rumi ne peut pas la suivre. Physiquement, c'est pas possible. Et donc, il y a forcément une autre explication. Et on peut se dire aussi que, finalement, elle court contre elle-même et que c'est elle qui s'inflige ses propres blessures. Ça, pour le coup, ça pourrait peut-être être plus probable. Mais le film ne se termine pas comme ça. Puisqu'on a une dernière... Et je sais que ça avait fait ce boom dans ma tête à l'époque, mais malheureusement je n'arrive plus à me souvenir de quelle était mon explication exacte, mais ce qui est sûr c'est que en gros elle sort d'un établissement, sûrement un hôpital psychiatrique, et que des gens la prennent pour Mima, et elle s'en va dans sa voiture en retirant ses lunettes, en montrant bien au spectateur que c'est elle. Mais sauf que cette scène sort un peu de nulle part, on ne sait pas. Elle dit même, je crois que je l'ai noté, c'est grâce à elle que je sais qui je suis maintenant. C'est moi la vraie Mima. Mais oui, mais ce qu'elle dit. De qui elle parle? Est-ce que c'est réellement une vraie personne? Peut-être que c'est Rumi. Peut-être que, finalement, oui, ça peut être peut-être interprété comme ça. Juste que finalement, il n'y a que 3 protagonistes, qu'elle a ses hallucinations, mais... Après, Rumi, à un moment dans la lutte, justement, avant qu'elle se jette, entre guillemets, sous le camion, puisqu'elle passe, oui. Elle se frôle par le camion, à un moment, Mima lui arrache la perruque, elle le reprend, elle fait non, elle est assez perdue, elle remet sa perruque, comme pour s'affranchir que c'est elle, l'idole, c'est elle, Mima, la vraie. Donc c'est vrai qu'il y a un affrontement qu'on pourrait penser directement au film Black Swan d'Anne Aronofsky. Encore. Oui, voilà. Totalement. Où justement le personnage, sans spoiler, dans Black Swan est blessé au ventre par des bouts de verre, je crois. Oui, c'est vrai. Des bouts de miroir, quelque chose comme ça. Je crois que c'est des miroirs justement sur la scène. Et là aussi, on se pose la question de la folie, c'est compté par Nathalie Portman, au même titre que Mima, on se pose la question, comme la question que tu te poses, mais est-ce que c'est vraiment la fin, en fait? Est-ce qu'on a compris
Est-ce que la boucle est vraiment... est bouclée, ouais. Ouais, Est-ce que c'est c'est pas nous qui sommes encore dans notre paranoïa, le film se termine, mais on est toujours bloqué dans notre paranoïa. La réalité est peut-être tout autre. En tout cas, on a toutes ces possibilités, comme si finalement le film admettait qu'il puisse y avoir peut-être un multivers, je ne sais pas, où il y a plusieurs Mima, c'est-à-dire la Mima actrice, la Mima idole mais qui serait devenue psychopathe, la Mima qui aurait continué. Oui, puisqu'on a oublié de préciser que elle rêve d'un meurtre. Qu'elle tue son photographe, je crois, le photographe de C'est nu. ça, Monsieur Murano, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Ouais. Et Oui. qu'elle retrouve des preuves dans son sac. C'est ça, oui, où on toque à sa porte, elle retrouve les preuves et elle le range ensuite dans... Et justement, dans la scène dont je parlais tout à l'heure, où la psychiatre parle de cette jeune fille qui serait prise pour une actrice, justement, elle précise qu'il y a eu une série de meurtres et que c'est elle qui les a tous commis. Donc bon, au final, c'est vraiment difficile de démêler le vrai du faux. Je pense encore une fois que c'est pas forcément fait pour. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on va dire ces images de Mima qui sont différentes, qui pourraient composer finalement des rushs de films, et voilà, qui se composent de Mima idol, de Mima actrice. On pourrait aussi Mima mannequin, hein, Mima folle, Mima qui puisse aussi avoir une double, enfin pas une double mais une sœur jumelle, peut-être c'est ce qu'on peut comprendre à la fin. Enfin, difficile à dire. Là, de toute façon, je pense que il n'y a pas eu de constat sur le film définitif depuis 25 ans. C'est pas nous qui vont l'apporter malheureusement entre nous, mais par contre, ça permet de décanter un peu tout ce qui se passe dans le film et de se dire qu'il y a peut-être quand même des étapes à décomposer dans le film par rapport à ces séquences un peu qui sont faites pour perdre le spectateur. Mais moi, je trouve effectivement c'est un peu trop facile de se cantonner à puis il y a la fin qui est donnée. Quand tu parlais de la scène de course-poursuite où il y a Rumi justement qui sautille, même elle le fait plusieurs fois dans le film d'animation, et il y a cette fantaisie qui est assez drôle, qui est encore plus délirant parce que personne ne sautille comme ça dans la rue, au fait, de lampadaire en lampadaire. Ça rappelle d'ailleurs Paprika. Elle sautille quand même très très haut. Ah, ouais, très très haut. Donc, un bon mètre au-dessus du sol. Alors il y a peut-être cette folie qu'on retrouve dans les films d'horreur, d'ailleurs, et je pense que c'est ce côté horrifique qu'a voulu apporter Satoshi Kon dans quelque chose un peu décalé, comme on pourrait rire d'un film d'horreur, justement, et ce côté délirant aussi. Je dis, mais c'est pas possible, on est dans le surréalisme. On est déjà dans le surréalisme, dans le délire de Mima, mais là on est encore plus dans le surréalisme offert pour les spectateurs, d'ailleurs. Et c'est peut-être ça, oui, qui est où. Et même là, on ne pourra même pas trouver la signification dans le livre de l'auteur. Est-ce que tu l'as lu en entier, Takeyoshi Non, Takeshi Yoshikazu. Non, j'ai pas lu le livre en entier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a juste pris des éléments du film. Donc, l'idol. Oui, il y a que quelques éléments. Quelques éléments, ouais. Donc, l'idol, le fan. Déjà, forcément, tout ce qui va être réseau informatique, c'est ça, voilà, tu peux oublier. Exactement. Ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, c'était pas assez. Dans le livre des années 91, c'est un peu plus difficilement. Ouais. Sachant que le film est sorti en 97. Et 99 en France, d'ailleurs. En France, oui. Alors, septembre 99. Septembre 99. Ouais, je l'avais projeté en 35 mm, pour l'anecdote. J'étais projectionniste. C'est quand, ça? Alors, je l'ai projeté lors d'une rétrospective sur le film d'animation. Donc, l'après-midi, c'était pour l'animation japonaise pour les jeunes. Et le soir, c'était dans les années 2010-2011. Ah, bah, c'était après son décès. C'est ça, voilà. C'était peut-être même. Oui, c'était même à ce moment-là. Ouais. Ah oui, d'accord. C'était à ce moment-là. Et. Oui, c'est vrai que quand je me souviens, je suis content. J'ai projeté Paprika. Donc, la copie avait bien. Perfect Blue. Perfect Blue, oui. Ah bah tu vois, toi aussi. Ouais, moi aussi, voilà. Parce qu'en fait, ça oui, il y a en fait, il y a on a posé la boîte du DVD de Paprika juste à côté. Donc qui met. Super d'ailleurs. Et du coup, il y a cette période-là, ouais, qui indique aussi qu'il y a des choses qui ont été changées par le réalisateur, qui a voulu une vision propre aussi de Satoshi Kon.
Ouais. pour se détacher du livre. Exceptionnellement, on va pas forcément vous recommander d'autres films que ceux présentés ce soir. Donc, vous en avez eu un bref aperçu au début du podcast. Je rappelle quand même les titres. Donc, Perfect Blue, le premier, Millennium Actress, le second, Tokyo Godfather, le troisième, et le quatrième, c'est bien sûr Paprika, qui sont tous disponibles en DVD et Blu-ray. Je ne sais pas s'ils sont disponibles sur les plateformes, mais il y a également Satoshi Kon l'illusionniste. Lui, je pense qu'il est possible de le trouver en VOD ou en DVD collector. Et c'est vrai que je vous conseille de voir. Je vous conseille de voir le documentaire dans les deux cas. Soit si vous êtes un minimum familier de Satoshi Kon et que vous avez vu plusieurs de ses films, parce que ça permet réellement de les relier entre eux et de comprendre un petit peu mieux la vision de l'auteur et pourquoi ces films sont finalement aussi liés, puisque je sais pas toi comment tu les as découverts ces films-là, mais moi je sais que je les avais découverts au goutte à goutte, en voyant un tous les ans à peu près, et sans forcément réussir à créer de liens comme ça, parce que c'était un peu des visionnages éparses. Et là maintenant, grâce au documentaire et aussi au revisionnage, là ça m'apparaît déjà beaucoup plus clair. Moi, j'étais un fan déjà de Satoshi Kon dès la sortie de Paprika, de son vivant. J'étais même fan au point de vouloir faire un film d'animation tel quel, au moins un scénario construit comme les films entre la vision de Perfect Blue et Paprika d'ailleurs, entre les deux. Et c'était un moment assez intéressant puisque c'était dans les années 90 où il n'y avait pas forcément cette image du manga, du film d'animation pour adultes. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, c'est sorti donc. Alors moi j'ai pas eu la chance de le voir en salle de cinéma bien après, hein, mais il y a eu Canal+ qui passait pas mal d'animations. Hein, c'était vraiment grâce à eux aussi qu'on a connu pas mal de films d'animation, dont les Miyazaki qu'on a aujourd'hui. GTO exactement, voilà, Cowboy Bebop, Evangelion, Escaflowne. Donc il y a cette période-là, donc c'est une période qui est assez chère pour moi, je me rattache toujours à cette période-là. Et donc on a dit qu'on parlerait pas de films fétiches, donc j'en parlerai pas à côté. Hein. Bon voilà, donc il y a aussi la période où il y avait Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, qu'on voit dans le documentaire Satoshi Kon l'illusionniste, où il en parle justement de cette collaboration assez houleuse, assez électrique. Il n'hésite pas justement à qualifier de Satoshi Kon de gros con. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses anciens collaborateurs qui sont durs avec lui, mais qui finalement comprennent pourquoi il l'a été autant, parce que au final ça aboutit à des chefs-d'œuvre. Bon, après là il y a le débat de est-ce que il faut traiter comme des chiens ses collaborateurs pour aboutir des chefs-d'œuvre, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est vrai que là il y a des exemples qui me viennent en tête, notamment je sais qu'il y a eu une série de documentaires autour de la création du Garçon et le Héron de Miyazaki, et que il a également un comportement particulier. Oui, c'est vrai qu'il est pas tendre. Il y a même 2 documentaires, hein. Une à mi-chemin avec Pogno sur la falaise. Oui, d'accord. Oui, il y en a 2, et même avec son fils, le rapport conflictuel qu'il y a eu avec son fils, où il a voulu, lui-même, un peu à l'image de Mima, s'émanciper de son papa. C'est Les Contes de Terre et Mère, voilà, qui a voulu sortir le premier sans son papa, et visiblement, on voit Miyazaki sortir froid de la projection. Qui dit mon fils ne m'a pas écouté, c'est pas ça, il aurait dû m'écouter. Voilà, donc et d'ailleurs il s'évite. Il s'évite pendant les tournages, il veut pas voir son père pendant la production de son film Les Contes de Terre et Mère, et on le voit dans le premier documentaire consacré à Miyazaki. Il y en a eu un autre ensuite par la NHK, la chaîne japonaise. Oui. Eh ben d'accord, merci Eric pour ta venue, merci pour ces informations qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de trouver, parce que l'expérience parfois ça s'avance pas. Mais probablement qu'on refera des épisodes peut-être sur Satoshi Kon, mais en tout cas sur l'animation japonaise. C'est vrai que je suis pas le plus grand érudit, donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous épauler. On se retrouve quand même la prochaine fois. Je pense qu'on peut teaser. Hein. C'est vrai qu'en général, on aime bien donner le nom des prochains épisodes à la fin, parce qu'on sait qu'il y a moins de personnes, voire beaucoup moins de personnes. Mais en tout cas, le prochain épisode, ce sera avec Gillian, comme d'habitude, et on va
Et on va revenir sur un des chefs-d'œuvre, si ce n'est le chef-d'œuvre de Jim Jarmusch, Ghost Dog. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre effectivement sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, ça dépend où vous écoutez cet épisode, mais également voilà, sur nos plateformes habituelles. Sur ce, à bientôt. À bientôt.